Aux États-Unis, en 2030, 50% des gens ils seront freelance. Tu vois. Il y a plein d'études sociologiques qui disent en France, en fait aujourd'hui, le problème c'est pas forcément la quantité de travail des gens, mais c'est vraiment de bosser quand ils veulent. Aujourd'hui, on propose un système qui fait que les extras, ils bossent vraiment à la carte. Tu es dans ton canapé, tu choisis quand tu vas bosser. Enfin, on accompagne vraiment ce mouvement, le choix en gros de liberté des gens. Tu es tenté de te poser la question, est-ce que je vais marcher parce que je réponds à un problème, donc toi côté restaurateur, moi côté entreprise, ou est-ce que je vais marcher parce que je réponds à un besoin? Parce que des fois, celui qui a le problème n'est pas le même que celui qui a le besoin. Et des fois, je me pose la question, moi, qu'est-ce qui est le levier le plus simple, le plus réactif? Est-ce que c'est le besoin ou le problème? Je pense qu'au début, tu as vraiment besoin de te convaincre que ce que tu fais, que les conclusions que tu tires de tes projets sont à coup sûr les bonnes. Et d'ailleurs, après, quand tu grossis, je pense que le prisme il a totalement changé parce que à un moment, il faut recruter des gens qui sont meilleurs que toi. Et il y a un moment où il faut inverser cette logique-là et se dire, en fait, c'est OK qu'il y a quelqu'un, il va venir. En fait, il est bien meilleur que moi et c'est le sens que doit prendre la boîte à ce moment-là. Mais moi, ce que j'aime faire aussi, c'est recruter des gens et donc investir sur des sujets où c'est moi qui ai fait le test et où j'ai compris et en fait déléguer que ce que j'ai craqué entre guillemets. Sur la partie exploratoire, j'y vais moi avec mon bâton de sourcier et j'essaye de recruter des gens où je sais exactement ce qui m'a permis de le faire et de les amener dans le succès. Et de par mon âge aussi, j'ai peur de recruter des gens sur des fonctions que j'ai pas craqué parce que je me dis qu'ils pourraient arriver avec des pratiques, etc. et que de par leur seniorité, ça crée des précédents. Moi, je veux bien un café allongé, s'il te plaît. J'ai beaucoup recruté de stagiaires qui faisaient extra-cadabra en complément. Ah ouais? Ouais, non, je connaissais. Ouais. Sur Paris, du moins, tu dois avoir quand même une part de marché qui est énorme. Non Ouais, en gros, à Paris, on a eu 2500 établissements actifs l'année dernière. Et on a eu, donc 110 000, en fait, on a eu 110 000 candidats connectés sur la plateforme, pas tous actifs, mais pour donner un ordre de grandeur, il y a 200 000 personnes qui travaillent dans la restauration. Et après, comme ville gastronomique, il y a Bordeaux, c'est la ville où il y a le plus de restos par habitant. Voilà, pour info. Mais parce que je sais pas si vous connaissez le centre de Bordeaux, c'est ultra dense au niveau resto aussi. Ah, du coup, c'est moi qui commence. Alors moi, je m'appelle Tristan, j'ai 33 ans et donc je suis cofondateur de Quizroom. Quizroom, c'est une enseigne de loisirs immersifs. On s'est lancé en 2019 et depuis, on a ouvert une cinquantaine de centres en France, en Belgique, en Suisse, en Australie et là, on est en train d'ouvrir au Canada. On a des points de vente en propre, des succursales, et on a des points de vente en franchise. Voilà, on fait un petit peu les deux, suivant la taille de ville en fait. Donc dans les grandes villes, on ouvre en propre, et dans les villes de taille moyenne et inférieure, on ouvre plutôt en franchise. Et le principe de Quizroom, c'est de faire des quiz dans un décor de plateau télé. Vous avez des quiz classiques où les gens en fait vont avoir différentes questions en fonction de leur centre d'intérêt. On a aussi des quiz thématisés. Et on a aussi des blind tests, donc quiz musicaux, voilà, où là aussi on a le blind test classique et le blind test thématique. Et donc les gens finissent par s'abonner ou ça reste quand même... Tu touches du doigt un sujet qui est très intéressant, l'abonnement. Aujourd'hui, on n'a pas ce format-là, mais on bosse énormément sur la fidélisation et aussi, là, on va lancer des parties entre gens qui ne se connaissent pas. Et là, ce qu'on aimerait, c'est que les gens qui ne se connaissent pas forcément puissent jouer les uns contre les autres, avec des sessions qui sont prévues pour ça. Et du coup, ça les fidélise, ça leur donne envie de venir se challenger contre des nouvelles personnes. Et j'espère à terme qu'il y en ait certains qui prennent des abonnements, quoi. Ouais, modèle salle de sport, quoi. Ouais, idéalement. Après, Toi, tu fais le championnat du blind test et tout. Moi, je suis fan de blind test. Je vois le truc. disons, on a lancé un truc qui est assez cool, c'est la Coupe de France de quiz. Et donc le principe, c'est qu'on prend tous les meilleurs joueurs de chaque ville et on les invite à Paris au mois de mars. Et à ce moment-là, en fait, chaque ville est représentée par un duo. Et le gagnant de la journée gagne un chèque de 5 000 €. Donc ça permet de faire le lien en fait avec le trip télé. Parce que j'allais te demander, qu'est-ce qui fait que tu as pris le format télé en fait? Parce que ça aurait pu être un bar à jeux, ça aurait pu être d'autres concepts, mais le plateau télé... Ouais, tout à fait. C'est l'envie d'aller vers un concept immersif, parce que c'est quand même la tendance depuis 2013. 2013, en fait, c'est la sortie des escape games. Et depuis, il y a eu énormément d'escape games qui se sont lancés. Tous ont échoué à créer une marque de référence. Donc moi, je voulais pas faire un énième escape game. Ce que je voulais, c'était faire un nouveau quiz, enfin un nouveau concept immersif.
Et en fait, rapidement, avec Charles, mon associé, on s'est dit, ce qui peut être cool, c'est le plateau télé, quoi. Tu te retrouves sur un plateau télé et tu le fais avec tes potes. Voilà. L'idée. Donc c'est quoi ta plateau télé, un espèce de public, enfin le reste de l'équipe, enfin le reste des potes peuvent se mettre sur un plateau, enfin regarder. Tu viens avec un groupe et tout le monde joue. Ouais. Tout le monde joue. Ouais. Mais c'est à tour de rôle, enfin j'imagine, mais. Tout le monde joue tout le temps. Ouais. Ah ouais d'accord, tout le monde joue tout le temps. Ok. En fait, ça c'était un positionnement fort parce qu'au début, quand on a lancé ce truc-là, on s'est dit, limite, on va prendre une licence d'un jeu télé existant. Le problème, c'est que le jeu télé, il est basé sur l'élimination progressive des candidats. Donc quand tu payes 20 € pour aller faire une activité avec tes potes, t'as pas envie de te faire éliminer au bout de 20 minutes. Voilà. Donc nous, c'est pour ça qu'on a conçu une expérience originale à nous. Et le principe, c'est qu'à chaque instant, tout le monde est actif. Voilà. C'est ce qui permet de garder tout le monde dedans. On joue beaucoup aussi sur les interactions. Donc on a des jokers où tu peux bloquer les autres, tu peux leur voler les points, tu peux multiplier des points sur une question. La connaissance des partenaires est importante. Voilà, on a vraiment tout misé sur les interactions pour que les gens se marrent en fait, tout simplement. Et les codes que tu as retenus, je crois que c'est voix off. Et tu as d'autres codes de télé qui sont retenus pour animer? Ouais, en fait, le jeu, il est automatisé, il est animé en voix off. Le jeu automatisé, c'est vrai que nous, on est convaincus que déjà, c'est une bonne idée d'un point de vue expérientiel. Ça nous aide aussi, bien sûr, d'un point de vue opérationnel, puisqu'on n'a pas besoin d'avoir un animateur par salle. Et sinon, on a les pupitres, on a les buzzers. Nous, on se disait que l'action de buzzer, c'est vraiment le truc qui ferait triper les gens. Et donc on a 4 buzzers et les gens buzzent comme des malades. Ils sont autorisés à buzzer vraiment le plus fort possible. Activité intellectuelle et sportive. Ouais, t'as le côté quasiment animal du buzzer qui parle bien aux gens. Donc on n'a rien de tactile, voilà, on est vraiment là-dessus. Et à côté de ça, on a les écrans en direct, on a les écrans score pour chacun des pupitres, on avait les jokers. Voilà. Et tu as une restitution vidéo par exemple? Vous faites de la captation ou pas du tout? Là on essaie de travailler sur la mise en place d'une caméra 360 degrés qui serait au milieu et qui pourrait capturer les éléments un peu forts de l'expérience et qui permettrait ensuite aux gens déjà de s'amuser en se voyant surréagir face à des situations et aussi évidemment de capitaliser sur ce contenu pour l'utiliser sur les réseaux sociaux. Et puis nous on est vraiment dans un ADN fun, convivial, inclusif. On n'a pas du tout pris le parti de la compétition. On n'a aucun de nos éléments de langage, on dit ça va être de la culture G, tu vas devoir battre ton adversaire. Nous, c'est de la culture populaire, vous allez vous amuser. Voilà. Parce qu'à la fin, il y a quand même un gagnant dans les équipes au niveau des points, mais tu mises pas à fond dessus, quoi, c'est ça en gros. On communique pas trop dessus et puis on a quand même pas mal d'entreprises qui viennent chez nous. Donc le but pour un team building, c'est quand même de créer du lien. Puis, les gens qui perdent, en fait, ils y trouvent aussi leur compte. Parce que avec les jokers, ils peuvent un peu faire chier les autres. Il y a plein de situations où tu peux t'amuser alors que tu es en train de perdre. Ce qui est quand même pas courant en fait dans un jeu. Oui. Ma femme, elle avait fait ton cousin avec son taf, elle avait kiffé. Avec sa boîte? Ouais, elle avait kiffé. Et tu sais combien ils étaient? Je sais pas, il devait être 20 je pense. Une vingtaine? Ouais. Nous, on pense que le plus gros bénéfice, c'est le souvenir. Ouais. Et d'ailleurs, avec des potes, c'est la même chose. Au final, qu'est-ce qui fait que tu vas avoir des bons potes dans la durée? C'est des gens avec qui tu as créé des souvenirs, avec qui tu as passé des vacances, avec qui tu as passé des bons moments. Et donc, nous, on pense que c'est utile pour ça. Et d'autant plus depuis le Covid, il y a de plus en plus d'équipes qui sont éclatées à gauche et à droite, des gens qui viennent peu au bureau. Ils sont un peu moins inhibés. Ouais, puis ça ramène de la spontanéité et de l'instant présent dans des relations, comme tu dis, qui sont parfois un peu distantes ou qui sont hiérarchisées, structurées. Et puis avant que les souvenirs, je dirais même qu'ils se connaissent en fait. Nous les 70 dans la boîte là, on est sur 3 étages. Donc nous on a vraiment un sujet que les gens dans la boîte se connaissent. Enfin tu vois maintenant parce qu'il y a 2 ans on était sur le même étage, on a vu 2 étages en plus, après on a grandi. Il y a souvent une pression je trouve qui est trop forte de il faut vraiment rigoler. Déjà on se connaît. Et après on rigolera, de toute façon il y a des affinités, en effet ça peut pas se forcer quoi, forcer. Mais déjà que les gens se connaissent un peu, ça fluidifie vraiment tous les trucs. Je trouve que ton truc pour le coup c'est vraiment fort là-dessus quoi. Et ça c'est aussi rendu possible par le fait qu'on a que le jeu est automatisé. Parce qu'en fait si tu mets un animateur, en fait l'animateur il s'impose à toi, tu l'as pas forcément choisi, donc déjà ça va pas forcément fitter. Le fait de ne pas en avoir, tu laisses les gens entre eux, et les gens ils sont totalement désinhibés et ils peuvent vraiment profiter. Ça marche aussi en entreprise. Et tu t'économises une problématique RH assez forte. En plus, mais tu sais, il y a plein de gens qui au départ, quand on s'est lancé, pensaient qu'on le faisait principalement pour ça, en fait, pour éviter d'embaucher. En fait, la réalité, c'est que l'expérience est mieux comme ça. On parle de vous? Vas-y si tu veux. Ok. Du coup, Max, moi j'ai 28 ans. Je suis le dirigeant d'une société qui s'appelle Noply,
que j'ai cofondé avec Vincent, que j'ai rencontré dans une précédente boîte qui s'appelait Cubin, je ne sais pas si ça vous parle, startup de logistique e-commerce. Du coup, nous, ce qu'on fait, c'est, je ne sais pas si vous avez déjà vu les onglets seconde main sur les sites de vente en ligne. Ouais, qui pullule un peu partout. Ouais, voilà, qui commence à pulluler un peu partout. Et donc, en fait, nous, on va créer et opérer ces onglets seconde main sur le site des marques. Donc, concrètement, les marques savent créer des produits, des collections, etc., les mettre en ligne, les vendre. Et ensuite, c'est totalement perdu dans la nature, ça se revend sur Le Bon Coin, sur Vinted. Et nous, on vient rajouter un onglet seconde main sur leur site, sur lequel les gens vont interagir un peu comme sur Le Bon Coin, sur Vinted. Donc, ils vont mettre leurs articles de la marque en ligne et ils vont pouvoir les vendre. Et donc, ça permet aux marques de capter des consommateurs qui achètent que de la seconde main, donc qui ne connaissent pas. Ça permet aux marques de récupérer du chiffre d'affaires grâce à un business model un peu particulier dont je vous parlerai. Et Puis un programme de fidélisation pour les clients de la marque. ouais, j'imagine. exactement, de fidélisation. Ensuite, tu vas aussi avoir une thématique d'image, parce que pour les marques, c'est parfois un premier pas dans l'économie circulaire. Et donc, on a monté cette société il y a 14 mois, donc c'est assez récent. Et voilà, là, on fonctionne avec une trentaine de marques à peu près, surtout en France, mais partout en Europe. Et surtout tout secteur, parce qu'on pense toujours directement à l'habillement, mais on a aussi du meuble, du sport avec par exemple des planches de surf ou du matériel d'équitation. On va avoir beaucoup de puériculture, parce que surtout ça se revend tout de suite, quoi. Il y a un cycle de vie produit qui est court. Ouais, hyper court. Et donc voilà ce qu'on fait. Le constat, c'était vraiment de se dire, le marché de la seconde main, il explose et ça bénéficie à des plateformes. Et les marques, elles sont totalement exclues du marché. Elles sont totalement exclues parce que c'est compliqué, elles n'ont pas les compétences, elles n'ont pas l'outillage, elles n'ont pas le temps, elles ont peur de perdre du fric, etc. Et donc, clé en main, on les équipe. Et on essaie de les accompagner sur le long terme. Donc c'est nous qui opérons ces plateformes-là, quoi. Et donc du coup tu opères le discours de marque sur la seconde main, la techno digitale, enfin le shop. Ouais, alors nous on est en marque blanche. Donc le discours, nous on va fournir aux marques des kits de communication qu'elles vont s'approprier, mais c'est elles qui communiquent en leur nom. Nous on est invisible. Pour autant, la solution technologique, c'est nous qui l'opérons. Et ensuite, tout l'aspect opérationnel, c'est nous qui l'opérons. Donc on va émettre des étiquettes de transport. L'argent, c'est une marketplace comme un peu Airbnb. Donc quand quelqu'un paye, on doit bloquer l'argent jusqu'au moment où ça s'est bien passé pour libérer C'est un l'argent. opérateur financier pour eux aussi à un moment donné. Ouais, du coup, tout ça, c'est nous qui gérons. Et on gère aussi le service client. Ouais, c'est bien, c'est un beau lancement, 30 marques en un an et quelques. Ouais, pour l'instant, on est content du déploiement. On a envie d'accélérer, bien sûr. C'est 30 marques qui sont, tu vois, des PME, des NVB. On n'a pas encore, mais c'est en cours, on travaille dessus, mais on n'a pas encore de gigamarques, top 10 marques France. Mais ouais, on est content. Le marché, justement, tu parlais de la peur des marques, parce que je peux comprendre la marque qui se dit les gens ils vont arriver sur mon site pour acheter du neuf, ils vont acheter de la seconde main. Ouais. En effet, c'est clair qu'aujourd'hui, c'est l'essence de l'histoire, la seconde main, de toute façon. Donc, faut, en effet, comme tu dis, il faut qu'ils prennent le train. Et du coup, là, est-ce que tu sens que les réticences, ça tombe peu à peu naturellement ou Ouais. En fait, on dit qu'il pullule partout, mais je pense qu'il y a encore un taux de pénétration qui est ultra faible, quoi. Tu vas sur 100 sites en France, il y en a peut-être un ou deux max qui l'ont. Donc c'est un marché qui est au tout début, qui accélère très vite. Les peurs classiques des marques, ça va être, tu le mentionnais, la cannibalisation. Donc les gens viennent pour acheter du neuf, ils repartent avec de l'occasion. Donc ça, nous, on le lève assez facilement auprès des marques parce que le gars qui va acheter de l'occasion, de toute façon, il va l'acheter sur Vinted. Donc on dit aux marques, il vaut mieux que ça ait lieu chez toi. Ça, elles le comprennent bien. Pour autant, là, un peu la problématique qu'on a, c'est que là, le business, c'est un bain de sang en ce moment sur leur activité de première main. C'est très compliqué, les coûts d'acquisition, les coûts des matières premières, etc. Donc, disons que leur priorité numéro 1, 2, c'est pas la seconde main. Donc nous, en fait, on arrive sur une solution d'équipement et pas de remplacement, sur un truc qui n'est pas leur priorité numéro 1. Donc c'est un peu ça le sujet, c'est plus, ils veulent y aller, mais ils vont nous dire, là, j'ai pas le temps, voilà. parce que ta problématique, c'est l'intégration. Finalement, s'ils sont chauds, en effet, c'est l'intégration que tu vas être. Ouais, mais non, on le fait en 5 jours, tu vois. Donc en fait, tu vois, c'est dur parce que
Ouais, c'est. 5 jours, vous, et eux, ils ont besoin de ressources techniques? Non, eux, ils n'ont rien besoin de faire. Tu vois, ils nous exportent leur catalogue produit parce qu'ensuite, nous, on a une expérience qui est vraiment cool. Tu vois, sur un produit d'occasion qui est vendu, tu vas avoir à la fois les infos de l'occasion et du neuf. Donc, tu vas avoir les photos mannequins, le prix neuf qui va être barré, les descriptions, le guide d'entretien, le lavage et tout. Donc, eux, il n'y a rien besoin de faire. Pour autant, souvent, ils te disent je sais que j'ai rien besoin de faire, c'est pas grave, c'est pas une question d'effort, c'est plus une question de roadmap où j'ai une stratégie de com qui est déjà, qui est déjà très cadrée pour cette année, où je focus toutes mes équipes sur le marketing digital et en fait, du coup, même si ça me prend pas d'effort, dans mon discours auprès de mes équipes, je m'éparpille. Donc c'est vraiment, faut arriver au bon moment, quoi. Et par rapport à ton modèle, est-ce que tu te dis que tu es dans un modèle où tu fais passer à l'acte et un jour elles vont développer leurs propres solutions? Ou est-ce que tu sens que tu es dans un modèle périn et que les marques vont s'installer avec toi? Les premiers retours que tu as, ça te donne quelle impression? Nous, aujourd'hui, on n'a pas de churn et de ce qu'on voit sur la solution technologique, c'est vraiment très complexe, entre guillemets. Donc moi, je vois un peu ça comme Shopify. À l'époque, les marques, elles développaient leur site e-commerce elles-mêmes. Aujourd'hui, il n'y a pas une marque qui développe son CMS. Donc c'est à peu près la même chose. Donc nous, on est assez confiants sur le fait qu'une fois que les marques travaillent avec nous, il y a assez peu de risques. Surtout qu'il n'y a pas de risque financier. Ouais, parce que je trouve que ça nous amène sur un marché que moi je peux des fois toucher un peu du doigt en termes de réflexion. C'est le marché un peu du produit de commodité. C'est commode, c'est facile, donc je l'implémente, ça coûte pas très cher en setup, etc. Mais la commodité implique parfois le fait que ce soit une réponse pas simple, mais simplifiée à un besoin. Et moi je me pose souvent la question du risque d'être une commodité éphémère. Ou bien parce que tu es commode, finalement tu dures dans le temps et je sais pas trop toujours comment les clients peuvent réagir à ça. Nous, ma vision là-dessus, c'est que on renvoie de la simplicité, mais on absorbe beaucoup de complexité en fait. Donc en fait, on se dit, ok, c'est complexe de gérer des produits qui sont dispatchés partout chez les clients. C'est complexe d'émettre des étiquettes de transport, c'est complexe de bloquer les fonds, d'émettre des factures, de gérer du litige et tout. Ce qu'on renvoie, c'est un truc très simple. Mais c'est ça qui nous excite en fait, c'est vraiment d'être ce passe-plat entre un truc ultra galère et une solution ultra simple pour les marques. Donc en ça, aujourd'hui, sur tout le marché mondial, il n'y a pas de marque qui développe leur solution elle-même. Mais pour autant, est-ce que le taux de pénétration il va passer de 2% à 90% ou est-ce qu'il va passer de 2 à 4 et dans ce cas-là, on aura raté notre pari? Je sais pas. J'espère qu'il va passer de 2 à 90. Quoi. Toujours la difficulté, encore une fois, je reviens sur la notion de commodité. Notre produit peut être commode, mais le marché peut être réel. Enfin, il y a un paradoxe entre la simplicité que tu offres et la complexité finalement d'apparaître comme une marque engagée dans la seconde main, etc., qui doit être véritable, authentique. Et si les marques, elles te demandent, par ta position de prestataire de service qui fait de la simplicité à leurs yeux, si elles te demandent des conseils, c'est que finalement, il n'y a jamais... tout produit, tout service, on est peut-être là tous dans le même cas, il y a une dimension conseil, il y a une dimension évangélisation qui est intrinsèque à notre métier d'entrepreneur et à notre métier de développeur de service. Comme tu le dis très bien, on peut passer beaucoup de complexité dans un discours ou un produit hyper simplifiant. Néanmoins, il faut expliquer cette complexité, il faut expliquer la valeur de cette simplification, pas la galvauder. Enfin, moi, je suis dans l'évangélisation cyber. On entend tout, on a une concurrence qui est hyper diverse et c'est difficile de trouver, je trouve, la bonne posture, le bon discours. Ouais, moi, je considère que je ne l'ai pas encore 100% trouvé. Souvent, j'ai des marques qui me disent ton produit il est beaucoup plus cool une fois qu'on l'utilise que ce que tu m'en avais dit, quoi. Donc ça prouve que j'ai encore des progrès à faire. Ok. Donc moi c'est Rémi, donc j'ai 41 ans. On a créé avec mon associé Frédéric Extracadabra en 2015. Donc en gros c'est quoi Extracadabra? C'est on fournit des restaurants, bars, magasins, pourquoi pas lieu d'animation du staff. En gros au début c'est salle, bar, cuisine. Après on s'élargit en accueil, vente, logistique. D'ailleurs, on avait essayé d'appeler Cubine à l'époque, ça n'avait pas confirmé. Mais en gros, donc voilà. Donc on a commencé Extracadabra. Au début, on faisait de l'urgence, extra en urgence.
En gros, le constat, nous, c'est qu'on avait, on cherchait une solution sur laquelle le mobile pourrait vraiment changer la donne sur le marché, quoi. Et on avait pas mal de potes dans la restauration qui étaient en galère de staff. Alors, vous devez voir, hein, tous les restos à Paris, ils sont tous en galère de staff. Surtout, ça s'est accéléré avec le Covid, mais c'était déjà le cas avant. Et donc, en gros, voilà, l'idée, c'est qu'avec le mobile, on pouvait relier un besoin d'un manager tout de suite, donc avec une notice qui partait pour avoir les candidats tout de suite qui pouvaient matcher. Et avec un système très rapidement de recos, justement des candidats, etc., qui fait que c'était rapide et qualitatif. Parce que si c'était pas rapide, bah, ça le fait pas parce que c'est des besoins d'urgence. Et si c'est pas qualitatif, bah, faut mieux avoir quelquefois dans un bar personne qui vient t'aider que quelqu'un qui est pas réactif, quoi. Donc en gros, ça nous a permis d'avoir ce système très rapide, le mobile. Et au bout d'un an, on a une objection principale qui était que bah, j'ai pas besoin forcément d'extra tout de suite, mais du CDI. Donc on a un peu switché notre système et on a rajouté la brique CDI. Donc en fait, chez nous maintenant, bah, tu vois, tu es un établissement, tu as tous tes besoins de recrutement, tu peux les faire chez nous, que ce soit court, long terme. Genre voilà, ce soir, comme un remplacement pendant 3 semaines, comme voilà, pendant 1 an avec un CDI, enfin ou plus. Bon, sachant que dans la restauration, les cycles de CDI, c'est à Paris, un CDI en restauration, c'est 4 mois et demi. Hein, Paris. Oui. Donc c'est très. Et là-dessus, tu as un modèle de cabinet de recrutement? Enfin, ça Alors, fonctionne comment? on a plusieurs. Sur la partie extra, principalement, on est un auto-entrepreneur. Donc au début, on faisait de la mise en relation. En gros, c'était 10 € la mise en relation. Donc en gros, on a une grosse pénétration de marché très rapidement. On a signé 1000 établissements peut-être en 9 mois. Bon, c'est les plus petits établissements, donc plus facile à signer ce que tu as signé, et bravo. Là, voilà, on a une grosse pénétration, mais en gros, très peu de chiffre d'affaires. Donc finalement, après, on s'est dit, voilà, on va plugger un système qui fait que ça va plaire des deux côtés, du côté candidat comme côté établissement. Donc en gros, on a proposé le parti avec l'auto-entrepreneur qui permettait de, voilà, bah, l'établissement, il y a quelqu'un qui arrive chez lui, on s'occupe de tout, l'administratif, la paie, etc. Et l'extra, c'est pareil, il est payé, donc il est payé chez nous toutes les 2 semaines. Il est bien payé. Il choisit quand il bosse, et donc ce qui fait qu'on arrive à être, bah, voilà, d'attirer les établissements tout en attirant les candidats parce qu'on leur propose de vraiment bosser à la carte et d'être payé rapidement, surtout en restauration quelquefois. Voilà. Tu peux être payé un peu plus tard, voilà, c'est un peu plus compliqué. Là vraiment, moi c'est net, toutes les 2 semaines tu es payé, donc voilà, ça nous permet d'être attractifs là-dessus. Donc ça, auto-entrepreneur, on fait la com horaire tout simplement. Et sur CDI, c'est principalement de l'abonnement. Extra, nous, c'est que vraiment, quand l'établissement fait une demande, ça envoie aux candidats qui correspondent vraiment au niveau de la qualification, enfin quel type de job ils ont, est-ce qu'ils sont dispo, sur quelle zone, est-ce qu'ils sont, voilà, sur même quelquefois on peut aller plus loin, par exemple typiquement pour un serveur, on peut viser un serveur établissement haut de gamme si c'est un établissement haut de gamme, parce que typiquement un serveur qui est dans un brasserie de quartier, ça va pas être le même que voilà, dans un restaurant étoilé, exactement. Donc voilà, on est vraiment très fin sur le matching, ce qui nous permet voilà, d'être plus ciblé. Donc on a moins de volume qui évidemment qui est énorme. Mais on a quand même pas mal de volume. L'année dernière, on a quand même 110 000 candidats qui sont connectés sur notre plateforme. Donc on a quand même pas mal de flux. C'est quoi le KPI que tu suis le plus sur l'extra? Ça va être la réactivité de te pouvoir proposer des matchs, ou c'est le taux de réponse positive, entre guillemets, le taux de collaboration effective? Ouais, c'est ça. Il y a déjà le nombre de missions qu'on va faire par jour, ouais, tout simplement. Voilà, ça. En gros, aujourd'hui, on est entre 500 et 700 par jour. Et après, en effet, il y a le taux de réponse qu'on va donner par rapport aux demandes qui sont faites, quoi. Et après, il y a le taux d'annulation. Donc nous, vraiment, on a un taux d'annulation de 2%. Vraiment, c'est quelque chose qu'on bosse qui fait qu'on limite vraiment à l'annulation à fond. Déjà parce qu'on sélectionne les candidats, puis on a tout le système d'automatisation qui fait que si un extra il annule, automatiquement, ça relance une demande, qui fait qu'on essaie de limiter la casse. Et vous bannissez les gens qui annulent trop ou... En gros, alors, ce qu'il y a, les gens qui annulent trop, maintenant, là, on va lancer un nouveau système qui fait que sur leur profil, ça va s'afficher. Donc en gros, les gens maintenant sont responsables. Donc en gros, en fait, le grand truc, c'est comme c'est de l'auto-entrepreneur, vraiment, ils se gèrent eux-mêmes. Mais par contre, voilà, en gros, ils annulent trop, ils sont en retard, ils ont un mauvais comportement, ça va être mis sur leur profil. Donc en gros, les établissements comme chez nous, ils choisissent le candidat, ils vont voir, voilà, peut-être que le gars, il est bon en effet, mais bon, peut-être que depuis un mois, il a 3 en retard, tu vois. Donc en gros, tu vas peut-être moins choisir qu'à l'autre. Est-ce que tu peux reprendre quelqu'un que tu as déjà pris en priorité? Parce que tu vois, je vais ramener le truc à notre usage potentiel, c'est que nous, on a besoin que les gens ils soient formés, on n'a pas besoin de les former pendant 4 jours, mais ils ont besoin de savoir utiliser le logiciel, de savoir accueillir les clients, etc. Donc quand tu les formes une fois, il y a un coup d'entrée et tu as envie que derrière, tu puisses savoir si en priorité, la personne qui est déjà venue, elle est dispo pour revenir. Ouais, alors, de façon... en fait, quand tu mets une note de 4 ou 5 étoiles à un extra qui est venu chez toi, il est mis dans tes favoris automatiquement. Okay. Bon, après, tu peux appeler, tu peux dire finalement, je le veux pas pour une raison ou une autre, quoi. Mais... Donc, il est dans les favoris, donc en fait, quand tu vas refaire la prochaine demande, il est contacté en prio.
Donc typiquement dans notre matching, bah, ça rajoute des points de dingue pour toi, quoi. Et en plus, c'est tout bête, mais le candidat, il va voir le nom de ton établissement. Alors que normalement, s'il n'est pas favori de chez toi, il ne voit pas le nom de l'établissement. Donc déjà, C'est pour éviter le bypass ou... Exactement. Alors le bypass, on a fait ça parce qu'on avait du bypass au départ, c'est qu'en fait, des deux côtés, en fait, c'est que quelquefois on a des établissements qui font une demande, et qui faisaient une demande, ils nous appellent, ils font ouais, j'ai pris un extra chez vous, il était pas bien. On fait mais vous avez pris personne sur la demande. Donc en fait, c'est juste l'extra, il avait appelé l'établissement en direct, l'établissement l'avait pris, donc déjà on fait moins de business. Et en plus du coup l'établissement l'avait pas vraiment choisi alors qu'on donne plein d'éléments pour le choisir et donc la qualité n'était pas au rendez-vous. Donc on perdait du business. Et deux, on perdait l'image de marque, quoi. Ouais, parce qu'ils pensaient qu'il était passé par toi. Ouais, voilà, exactement. Donc en gros, on a limité ça, et qui fait par contre, une fois que bah, il y a une relation de confiance qui s'est faite, bah, les établissements peuvent travailler ensemble. Et si tu as un établissement qui veut recruter quelqu'un avec qui ça se passe bien en extra, Ouais. comment tu fonctionnes? Tu as un Alors, système en qui gros- permet de faire le pont? Ouais, alors au bout de 150 heures faites avec voilà, l'extra et l'établissement, le recrutement est gratuit par l'établissement, s'ils se mettent d'accord pour bosser ensemble. Ok. Et avant, si l'établissement veut vraiment avant, on peut s'arranger sur un fee là-dessus, quoi. De toute façon, même dans l'ensemble, même si l'établissement veut prendre l'extra tout de suite, on conseille quand même de le tester. Enfin, peut-être finalement, ça permet de le tester parce que finalement, l'extra aussi, la restauration, c'est une vraie porte d'entrée vers le recrutement. Ouais, c'est la pré-embauche comme on voit dans le conseil. Ouais, C'est aider à exactement. la pré-embauche, quoi. Ouais, tout à fait. Donc en gros, ça permet de faire l'onboarding tranquille de l'extra. Ouais, c'est le juge de paix, hein. Quand dans le retail, quand tu embauches des gens comme ça sur entretien mais que tu les as pas essayés, t'as un taux de chute qui est trop important. Enfin, Ouais, c'est ça. il faut que les gens ils soient en condition, quoi. Bah, il y a vachement, parce qu'il y a tellement de soft skills quoi, qui sont difficiles à juger tout de suite. que ça, presque. Ouais, exactement. Et géographiquement, vous opérez où? On fait Paris et Lyon. Lyon, ça commence à bien se développer. L'idée, c'est de faire un bon playbook qui fait qu'après, on pourra se développer partout sur les grosses villes de France. On va se retrouver dans Ouais, la justement, voilà, c'est ça que je te demandais. Jusqu'à quelle ville tu t'allais, tu vois? Typiquement, on pourrait faire peut-être le top 15 villes de France déjà, peut-être, tu vois. Parce que nous, en gros, faut quand même pour que le service il soit ultra réactif. Nous, en gros, en moyenne à Paris, quand tu fais une demande en tant qu'établissement, tu as une réponse en 3 minutes. Donc, tu vois, c'est vraiment très réactif. Qui fait que tu bookes le gars. Si par exemple le gars annule la veille, bah, automatiquement, on peut relancer une demande. Il y a souvent quelqu'un d'autre qui répond. Enfin, tu vois, ça va nous permettre d'être super fluide. Et si on est sur une zone où on a un peu de monde, le service, il est pas mal, mais il est pas dingue. Et s'il est pas mal, mais pas dingue, bah, t'es pas une vraie béquille pour l'établissement. c'est ça, c'est comme quand tu commandes un Uber et qu'en fait Exactement, le gars ouais. il est à l'autre bout de la ville et qu'il vient dans 25 minutes. C'est le même genre de service. Bah, Uber, enfin je sais pas pour vous, enfin moi Uber en ce moment, moi les Uber j'ai changé là, Uber j'ai arrêté. Le jeudi soir, Uber c'est mort. Pour moi, c'est mort tout le temps. Attends, ouais. Ouais. Bah non mais tu vois typiquement en effet tu prends moins l'habitude en fait. Si le service il est moins réactif, donc en gros c'est pour ça que là on a préféré se focaliser vraiment sur Lyon, là on le développe à fond. En plus nous c'est intéressant parce que quand on commence à avoir vraiment du monde, on a un bouche à oreille, la salle qui s'enclenche et naturellement. Ouais, puis c'est une ville gastronomique. C'est Ouais, une ville voilà, de la la bouffe, capitale quoi. gastronomique, Ouais, carrément, il y a du les resto. bouchons, C'est ça. carrément, exactement. Donc moi, je suis Stéphane. J'ai 42 ans, j'ai monté une boîte il y a 18 mois avec une associée qui s'appelle Dorothée. On était d'anciens collaborateurs, on a bossé 3 ans et demi avant de s'associer. On s'est associé dans un projet qui s'appelle Sibyl, qui porte la mission d'une cyber pour tous. Donc la cybersécurité, c'est un enjeu majeur comme la protection des données d'une manière générale. Et en fait, ce que l'on faisait comme constat dans nos métiers respectifs, LDRH et moi, directeur conseil, c'est que les entreprises avaient tellement de préoccupations sur le développement commercial, tellement de préoccupations sur le développement des talents, etc., que finalement les enjeux, / les risques, étaient malmenés, maltraités et parfois du coup pas du tout considérés. Or, ça devient aujourd'hui un enjeu important de pouvoir se protéger ou même simplement de pouvoir aborder le risque dans son entreprise comme quelque chose de maîtrisé. Parce que c'est un marché en fait où on est beaucoup dans la logique de dépense. On voit ça comme une dépense, comme une difficulté, comme un frein. Et donc nous, on a une approche qui est hybride avec une plateforme et également sur une approche conseil, mais conseil en développement. C'est-à-dire qu'on encourage l'entreprise à développer le digital et plutôt que de mettre un mouchoir sur la cybersécurité et le risque, c'est de l'intégrer dedans, mais comme quelque chose de vertueux, comme une sorte de discipline vertueuse. C'est un peu comme si tu disais à un sportif, tu vas faire un marathon, tu vas être performant, mais toute ta préparation ne va pas être douloureuse. Tu vas faire une préparation progressive, préparation plutôt bienveillante pour ton corps, ton esprit, etc. Et tu vas arriver au marathon pas comme une espèce de mercenaire ultra entraîné, mais tu vas arriver comme quelqu'un qui est heureux d'aller courir et qui va réaliser
un parcours. C'est quoi, tu te fais peu à peu, quoi. Exactement, il y a la notion de progressivité de peu à peu. Et moi, dans le conseil, ça fait 23 ans que je fais du conseil. Et mon postulat de ma démarche, elle est celle de Sibyl, c'est de dire tu vas pas regarder la concurrence, tu vas pas regarder là où sont les autres et tu vas prendre peur parce que tu prends du retard. C'est plutôt tu considères ta situation actuelle, tes moyens en présence, tes compétences, ton argent, etc. Ce que tu peux consacrer comme budget, comme temps, quelle est l'urgence qui est la tienne, donc le risque. Et puis tu vas mettre en œuvre progressivement des victoires, des réussites, des choses qui vont être vertueuses et qui vont d'un seul coup impliquer tes collaborateurs. C'est-à-dire que tes collaborateurs vont considérer que la cybersécurité, c'est pas un risque, c'est pas un truc qui embête, mais c'est quelque chose qui est normal. C'est une discipline, c'est comme un soft skills, quoi. C'est qu'à un moment donné, c'est une compétence pour l'entreprise, parce qu'elle doit se protéger, mais ça doit devenir une attitude pour les collaborateurs. Donc on travaille beaucoup sur cette dimension attitude, d'où le fait d'avoir un couple coaching et plateforme digitale. Donc moi, je viens du digital et je viens de la mise en œuvre de projets, donc je suis plutôt sur cette partie-là. Et puis mon associé qui est DRH depuis plus de 15 ans, elle est sur la partie accompagnement, ingénierie, pour vraiment faire en sorte que la compétence cyber soit quelque chose de très collectif, de très collégial et collaboratif. Donc en fait, on essaie d'augmenter la compétence des collaborateurs d'une partie soit attitude. Vous entendez beaucoup parler de tout ce qui va être campagne de phishing pour vérifier en fait l'ouverture des mails malveillants. Ou l'ouverture des mails perso dans le cadre pro, etc. Donc, toutes ces arnaques un petit peu qui jouent sur... Qui sont de mieux en mieux faites en plus. Exactement, et qui jouent finalement sur la naïveté, la crédulité des gens. Donc on va travailler sur ça et on va travailler sur augmenter un peu la compétence technique d'un collaborateur qui est plutôt généraliste. Parce que beaucoup de sociétés ont un admin de réseau, quelqu'un qui vient installer sur les PC les logiciels, vérifier que les mises à jour sont faites, câbler un peu les entreprises, etc. Elles ont toutes ça. Ou quelqu'un qui est en charge de la relation avec un produit SaaS. Mais pas forcément la personne qui va s'assurer aussi que, par exemple, le contrat de prestation que j'ai avec une solution SaaS ou avec un hébergeur, elle respecte bien les contraintes que moi je m'impose. Voilà, exactement. Quand je prends une solution 100% française, est-ce que ça veut vraiment dire que mes données sont en France? Est-ce que ça veut vraiment dire qu'il y a tel ou tel niveau de sécurité? Et nous, on pense que le dirigeant et créateur d'entreprise type TPE-PME, dans tous les domaines confondus, que ce soit un restaurateur, un industriel ou une société de service, elle a pas... Donc toi, c'est vraiment tout ce scope de clients que tu peux avoir. Tout ce scope-là. En fait, nous, on est vraiment là pour aider l'entrepreneur à ne pas voir le digital comme une menace. Parce qu'aujourd'hui, les médias font porter au digital une menace. Ok, tu as un produit SaaS, mais est-ce que tu sais vraiment si tes données sont protégées? Tu as un prestataire de service, mais est-ce que tu sais réellement s'il a conscience qu'il y a un risque cyber dans ton domaine? Et aujourd'hui, on fait de l'éveil sur ces créateurs pour dire... vous avez une valeur intrinsèque, une valeur dans votre société qui a peu ou prou un lien avec le digital. Votre base client peut être sur un serveur quelque part. Toutes vos relations interpersonnelles et inter-entreprises via les mails sont porteurs. Tout à l'heure, on parlait d'image. Ça porte votre image. Si tu envoies un virus à ton prestataire ou à ton client et qu'il s'avère que dans l'instruction, on se rend compte que c'est toi qui l'as envoyé, c'est un sujet d'image. Moi, j'ai travaillé beaucoup pour des grands groupes et il y a des grands groupes qui me disaient régulièrement, en fait, on a une problématique, c'est qu'avec le risque cybersécurité qui augmente et le risque aussi autour, il y a quelques années, de la RGPD, donc la réglementation européenne sur la protection des données, c'est en fait, moi, j'ai des obligations, vu mon statut, je suis une banque, je suis un assureur, mais je travaille avec des prestataires qui n'ont pas les mêmes contraintes et qui, du coup, peuvent m'amener, malgré eux, en fait, du risque. Et toute cette échelle du risque, l'escalade du risque, entre guillemets, on cherche en fait à venir nous s'occuper de ceux qui sont les petits, les prestataires de second rang, etc., pour leur assurer de pouvoir continuer à faire des marchés publics. Qui ne pourraient pas du tout le faire eux-mêmes. Exactement, et leur assurer d'avoir accès aux marchés publics, parce que les marchés publics demain vont se fermer à des entreprises qui ne sont pas cybervigilantes. Des marchés privés aussi, des grands groupes qui ne veulent plus travailler avec des sociétés qui ne font pas attention à ça, parce que c'est une responsabilité qui est trop engagée. Donc voilà. Commercialement, ça devient un sujet. Exactement. Et vous vendez surtout du logiciel ou du temps homme? Alors, on est plutôt sur un modèle logiciel. Nous, dans notre solution, en fait, il y a trois grands domaines de services dans notre plateforme. La première, c'est l'aider à identifier son risque, à mesurer son risque. Donc, on passe par des questionnaires, mais qui ne sont pas des questionnaires techniques, comme le feraient des instances gouvernementales, par exemple, ou des experts techniques. Nous, on fait plutôt une analyse de sa façon de travailler. Est-ce que tu as beaucoup de nomades dans tes équipes? Est-ce que tu es sur plusieurs sites géographiques? Est-ce que tu fais du business en ligne? Est-ce que tu utilises plutôt des outils SaaS ou des outils propres? Est-ce que tu es sur l'open source? Quel est un peu ton environnement de travail? On essaie de lui poser des questions plutôt autour de ça.
Et puis donc ça c'est la première partie, on identifie ses risques et puis progressivement on enrichit notre compréhension de son environnement. Donc régulièrement on lui repose des questions pour enrichir notre connaissance de son environnement de travail. Ensuite on lui propose d'avoir accès à une marketplace qui lui permet en fait par prescription, on lui pousse des solutions qui correspondent à ses risques. Tu as un risque important par exemple sur la fuite de données, on va te pousser un hébergeur, on va te pousser peut-être une prestation aussi de type avocat pour faire de la relecture de contrat. Et la cyber, c'est un sujet en effet, c'est souvent un peu la dernière du carrosse et toi tu dois la mettre là-dessus. Alors que nous, pour nous, c'est pas. Enfin, nous, on l'a traité de la cyber un peu en atteint, on fait pas rien, tu vois. Mais c'est clair que on est en train de voir avec notre assurance. T'es à Niort, j'imagine dans l'écosystème assurance fort, et typiquement AXA, il nous propose une assurance cyber, mais pour le coup, pour avoir l'assurance, il faut que tu aies tel ou tel niveau de sécurité. C'est comme le vélo, il prennent trop de risques quand même. Voilà, le vélo, il faut que tu aies le bon cadenas, tu vois. Mais, Blague à part, le sujet il est complexe parce que en fait, on est sur des marchés qui sont, pour le mien, pas émergents, mais qui deviennent prégnants dans l'activité des entreprises, surtout quand elles se digitalisent. C'est pas top of mind tout de suite, quoi. C'est pas top of mind, et puis effectivement, c'est un peu sous la banquise, on va dire ça comme ça. Par contre, le jour où tu te fais attaquer, il y a des risques. Et là, tu évoquais le sujet de l'assurance. On a aussi une croyance chez Sibyl qui est corroborée par tout ce qui se passe au niveau des réglementations. C'est qu'un jour, pour obtenir un simple crédit à ta banque, en tant que PME, TPE, il va falloir que tu montres patte blanche sur un certain nombre de sujets, dont la cybersécurité. Parce qu'un business qui serait fondé sur, par exemple, je sais pas, un marketing digital fort, si tu te fais hacker ton système de marketing digital et ta base de clients, tu te retrouves du jour au lendemain à poil. Nous, on se faisait vachement attaquer. On a mis un VPN, parce qu'il a vachement coupé les attaques, mais enfin, nous, site lambda, entre guillemets, on se faisait déjà, quand on était petit, on se faisait attaquer tout le temps. Donc et nous, on a mis en place un jeu de Cluedo, en fait, une méthode de Cluedo qui, alors, quand je dis Cluedo, c'est en fait de recherche de mobile et de recherche de mode d'attaque. Et en fait, on fait travailler en groupe des start-upers, des jeunes entrepreneurs, voire même des porteurs de projets. Et quand ils sortent de ce jeu de Cluedo, de ce jeu de rôle qu'on leur propose pendant 1 heure, ils ont une liste, en général, d'une 20aine de raisons de se faire attaquer et d'une 50aine de moyens de l'être. Okay. Et ils se rendent compte que même s'ils développent une petite base de données clients de 300 premiers clients au départ, mais s'ils la perdaient, cette base, et il y a plein de raisons qu'ils la perdent, un concurrent local, tu sais, le mec qui est en face de chez toi, qui a envie de te faire chier, il va boire le café au même endroit que toi, et il s'installe à côté, et puis il te hack tes données. J'ai vu quelques vidéos en effet, dans le wifi partagé, là, comment tu peux faire dans les trains aussi. Dans les trains. Mais voilà, ou le truc tout con, à l'ancienne, quoi. Tu voles le téléphone à un commercial. Tu vas se voler les données. Voilà, donc voilà, tout ça, et ça existe, et c'est réel, et c'est facile. Hein. Nous, on n'a pas beaucoup levé finalement, on a levé moins de 2 millions. Alors après, on a eu des leviers de prêt, des trucs comme ça. Et globalement, on a peu levé. Aujourd'hui, pour notre dernière de grandeur, on fait 18 millions de chiffre d'affaires. Donc vraiment, justement, on n'était pas bootstrap non plus, hein. Mais vraiment, on a vraiment à chaque fois toujours une optique de investissement. On regarde l'impact, on continue ou pas. Enfin voilà, c'est vraiment à chaque fois de vraiment faire attention. Ce qui n'empêche pas de tenter des choses et de se planter, hein. C'est vraiment important parce que d'avoir la culture de l'échec. Voilà, mais bon, comme tu disais tout à l'heure, il faut savoir à quel moment l'échec est un échec et savoir ajuster le truc, quoi. En fait, moi je trouve que le fait d'avoir relativement peu de moyens, ça t'oblige à te poser la question de la création de valeur fondamentale. Ouais, exactement. C'est de te dire, en fait, où est-ce que j'ai un intérêt? Et est-ce que j'aurais un intérêt à dépenser 10 fois plus d'argent pour faire 10 projets, mais dans les 10, il y en aurait 8 qui seraient pas clés à cet instant-là? Et moi j'aime bien dire qu'entreprendre c'est refuser, quoi. Donc en fait il y a plein d'idées qui viennent, des idées on en a tous les jours. Je pense que quand on est entrepreneur on se réveille la nuit avec plein d'idées, voilà, on est tous un peu sujet à ça. Et en fait à un moment il faut être capable de dire attends ça rentre pas, ça rentre. Et avec les moyens qu'on a on va commencer par prioriser ça. Focus parce que focus à fond. Et toi tu as des retours des équipes, nous on a beaucoup de retours terrain de nos équipes qui travaillent dans les centres qu'on opère, mais aussi nos franchisés. Nos franchisés, ils sont ultra impliqués parce que ils ont investi pour la plupart toutes leurs économies pour ouvrir un centre Quiz Room. Et du coup, ils ont plein d'idées. Et ça, c'est clé pour nous. Mais on récolte. Mais après, il faut savoir dire, ça, c'est une bonne idée, mais on va pas le faire tout de suite. On pense que c'est pas une bonne idée. Et ça, c'est prioritaire. Ouais, bien sûr. Et c'est lié d'une façon ou d'une autre au sujet de l'argent. Parce que nous, d'un point de vue technique, par exemple, on a 4 développeurs dans l'équipe. On peut faire on a une roadmap qui est dimensionnée pour 4 personnes.
Et pourtant, on a des idées qui font qu'on pourrait en avoir 15. Mais en fait, avec 4, on atteint tous nos objectifs. Donc, Mais je trouve que l'approche héroïste de chaque action, effectivement, même si, effectivement, quand tu es limité en cash, ça te permet d'avoir vraiment cette approche héroïste, en fait, de à la fin, est-ce que je vais gagner ou pas sur ce truc. Pour autant, une des questions, moi, qui me travaille pas mal, c'est de se dire, c'est un peu la foule à poule, quoi. C'est, en fait, tant que j'ai pas investi sur ce sujet, je sais pas si c'est héroïste ou pas. Et donc, en fait, je vous donne un exemple. Moi, aujourd'hui, j'ai une sales. Pour autant, si chaque sales est rentable, j'ai tout intérêt à en recruter 6, tu vois. Et je trouve que c'est un peu ce sujet de... Est-ce que je dois... nous, on a bootstrap pendant 8 mois et tout. Est-ce que je dois investir vite pour ensuite connaître le ROI de chaque action? Ou Et est-ce là, qu'en c'est fait, presque un sujet de maturité / Ouais. capacité du marché à absorber 6 sales sur ton produit, sur ton offre. Ouais, c'est ça, parfois, mais c'est j'exagère, ça, mais c'est un peu ça où je me dis, est-ce qu'en fait, on a vraiment eu cette habitude de compter chaque euro, d'essayer de le mettre parfaitement au bon endroit et tout, et j'ai l'impression que parfois, il faut aussi savoir dépenser, et j'ai l'impression que c'est assez ambivalent quand même. Enfin, après, nous, c'est l'histoire de notre boîte aussi, justement, c'est que relativement peu d'investissement. L'idée, c'est que nous, on est quand même très progressif. Tu vois, ça rejoint un peu finalement de ce que tu disais tout à l'heure, c'est que pour la stratégie de sécurité dans la boîte, c'est que tu vas pas dire au gars tout de suite, tu vas lui pondre un projet énorme. C'est vraiment petit à petit d'habituer les équipes. Et par rapport à ton sujet sales, par exemple, je pense que tu vois, tu as une sales, tu vois que ça commence à prendre, tu en prends peut-être un deuxième. Là, tu vois, parce que déjà, en plus, les sales, il faut les onboarder. Hein. La capacité d'accompagnement, elle est importante. Il faut les onboarder parce que quand tu commences à en avoir 6, nous, on a eu ça à peu près quand on était 15. En fait, à 15, on n'avait pas de middle management. On était 2 avec mon associé sur la partie business, plus notre associé technique. Mais sur le business, on avait 15 personnes en dessous. Et quand tu n'as pas de middle management, en fait, à un moment, tu peux pas gérer tout parce qu'en fait, tu dois gérer le day-to-day des gens, bien les onboarder là-dessus. Et donc, en fait, c'est pour ça que le petit à petit, il est pas mal parce que même tu vas faire monter ton équipe sales et peu à peu, il y a peut-être un sales qui va se démarquer un peu plus. Donc, il faut qu'il soit un bon sales et 2 bons potentiels managers parce que quelquefois, c'est pas forcément la même chose. Et donc, c'est pour ça que moi, je conseille vraiment d'être petit à petit. Par contre, c'est de se fixer des objectifs. Tu mets 2 sales, tu dis, ouais, si on arrive à, je sais pas, avoir 3 clients par sales, enfin, je sais pas tes métriques que tu vas avoir, mais 3 clients par mois par sales, hop, on passe à l'étape d'après, quoi. Mais je pense qu'effectivement, il y a des marches à franchir qui sont plus ou moins faciles à franchir. Tu vois, nous, on a intégré 2 alternants. Et on les a intégrés en même temps, en se disant sur 2 métiers, des compétences différentes. Et on s'est dit, ok, c'est un investissement qui est important parce que ça va libérer de la charge mentale et de la charge opérationnelle pour nous-mêmes, fondateurs, qui avons d'autres chats à fouetter, j'ai envie de dire, parce qu'il y a une partie opérationnelle qui peut se délivrer avec des collaborateurs et puis nous travailler plus sur des sujets structurants ou stratégiques. J'aime pas trop ces termes-là parce que tout est opérationnel quand on est entrepreneur et quand on démarre, mais néanmoins de pouvoir se libérer du temps sur des partenariats, sur des choses peut-être plus long-termistes, c'est intéressant. Mais on s'est dit voilà, on intègre 2 personnes, c'est un risque. En plus d'expérience, j'ai souvent regretté l'onboarding simultané, mais on l'a fait quand même. Et puis c'est tellement relaxant aussi. Alors nous, on a une petite échelle, ça fait 18 mois qu'on existe. C'est tellement agréable le moment où tu peux commencer à décharger un peu une partie. Toi, tu parlais, tu vois, de 15 avec 2 associés. On sait quand, par exemple, moi, j'ai vécu quelques années en cabinet, jusqu'à 30 personnes, tu peux gérer. Au-delà de 30 personnes, tu peux plus. Tu es obligé de faire du middle management et de 30 personnes, c'est vrai que tu dispatcher. manageais 30 personnes. Ouais, tu sais, il se dit dans le domaine du conseil que tu peux jusqu'à 30 personnes. En termes de capacité commerciale, en tant que manager, tu es capable d'embarquer 30 collaborateurs. Donc, un collaborateur en cabinet, c'est à peu près 100 000 € de chiffre d'affaires. Donc, tu es à peu près capable d'embarquer jusqu'à 30 personnes et donc un panier de 3 millions. 30 personnes que tu places ou que tu places, que tu mets en mission, en tout cas que tu fais rencontrer une offre. Une demande. Donc, et là, en tant qu'entrepreneur, en fait, tu es beaucoup plus modeste et les étapes, elles sont beaucoup plus. Moi, ce que j'avais vu, c'est que dans une boîte, en général, en management direct, des personnes qui sont là tous les jours, à partir de 7 personnes que tu manages en direct, commence à y avoir
Ouais, mais là, pour le coup, c'est pas un modèle chiche, quoi. C'est un Non. modèle qui est plutôt luxueux quand tu as du middle management pour 7-8 personnes. Bah ouais, c'est tweet qui Ouais. après c'est en cascade. Après, ça peut oui, être, bien tu sûr, peux ouais. avoir finalement. Après, il y a différents modèles, mais c'est sûr. Notre directeur sales là aujourd'hui, il gère 15-16 personnes, mais en direct il en gère 5, tu vois. Ouais. Ce qui Ouais. fait que Moi, je trouve que la clé quand tu es au début et que tu n'as pas encore énormément de moyens, c'est d'allouer tes ressources là où il faut et toi d'essayer de créer la valeur là où tu peux la créer. Et c'est pas simple d'ailleurs au début de savoir exactement quels sont tes domaines de compétences et quels sont les sujets sur lesquels toi t'es bon et où tu vas. Parce que la tentation est grande en fait de faire un peu tout, de se dire tiens bah, je vais économiser un peu à gauche, je vais économiser un peu à droite. Mais en fait c'est des domaines dans lesquels toi-même t'es pas à l'aise. Donc et où tu apportes aussi peut-être pas trop de valeur par rapport à ce que tu pourrais faire sur le même temps, quoi. exactement. Et donc de temps en temps, il vaut mieux aller faire une dépense qui paraît pas naturelle aux yeux de tout le monde, mais qui va te décharger d'un sujet sur lequel tu n'as pas de valeur, pour toi, aller passer du temps. Et nous, on a toujours fonctionné avec des systèmes d'espèces de micro-labos, c'est-à-dire on teste quelque chose, mais on le teste simplement. C'est-à-dire que je donne un exemple. Là, on veut lancer des parties entre gens qui ne se connaissent pas. Bah, au lieu d'aller mettre en place tout de suite le système de réservation, ils vont pouvoir réserver comme il faut, tout va être fluide, etc. On met une page sur le site, on met un formulaire, le formulaire il arrive dans la boîte mail de quelqu'un et à la fin la personne va appeler et va dire bon bah si vous voulez jouer, vous payez sur place ou voilà, on vous envoie un formulaire pour payer, mais en fait on fait un truc simple et ça au début ça permet de tester et de temps en temps tu te retires, tu te dis ah ok ça prend pas, j'ai appelé ça prend pas et t'as pas perdu du temps et de l'argent à aller sur un projet. Et du coup bah, il y a certains projets qui fonctionnent et quand ils fonctionnent, là pour le coup tu appuies fort sur le champignon. Et tu décides d'investir de l'argent, mais cet argent il va être rentable, puisqu'en fait tu n'as quasiment aucune chance de croûter, étant donné que tu as validé avant que. Ouais, finalement, que tu le fais un projet passage à l'échelle en mettant les moyens. Non mais c'est un très bon exemple, c'est comment tu arrives à faire le test le moins cher en temps, en argent, qui te donne le plus de feedback en fait. Exactement. Ouais, nous on fait exactement pareil, mais je trouve que pour autant, enfin on teste tout à fake it until you make it. Au début quand on a lancé la boîte, pour gérer une transaction il nous fallait 1 heure. Mais moi ce que j'aime faire aussi c'est pour le coup recruter des gens et donc investir de l'argent sur des sujets où c'est moi qui ai fait le test et où j'ai compris et en fait déléguer que ce que j'ai craqué entre guillemets. Et donc sur la partie exploratoire, j'y vais moi, avec mon bâton de sourcier, et j'essaye de recruter des gens où je sais exactement ce qui m'a permis de le faire et de les amener dans le succès. Et de par mon âge aussi, j'ai peur de recruter des gens sur des fonctions que j'ai pas craquées, parce que je me dis qu'ils pourraient arriver avec des pratiques, etc. Et que de par leur seniorité, ça crée des précédents. C'est clair que le newbies, même nous jouer notre taille, c'est quand même bien en tout cas que tu sois quand même assez dedans fortement opérationnellement pour sentir le marché, tu as les bons feedbacks, tu as les trucs, parce que quelquefois si ça marche pas et que tu n'as pas tellement le bon feedback, toi tu lances une opération, je sais pas, tu donnais ton exemple du test du formulaire là. Enfin, c'est pas ça qui a dû se passer, mais c'est un exemple. Tu vois, imagine le formulaire, je sais pas, il est mal fait. Les gens, c'est mal expliqué au téléphone ou un discours commercial qui est pas ajusté. Bah, quelquefois, tu peux te dire, bah, ça va pas, l'opération, ça marche pas. Alors qu'en fait, c'est juste qu'il y a peut-être des trucs un peu à ajuster. Et je pense qu'au début, tu as vraiment besoin de te convaincre que ce que tu fais, que les conclusions que tu tires de tes projets sont à coup sûr les bonnes. Et d'ailleurs, après, quand tu grossis, je pense que le prisme, il a totalement changé parce que à un moment, il faut recruter des gens qui sont meilleurs que toi. Ouais. Mais ça arrive dans un second temps et bon, il se trouve que ça arrive, je pense, soit quand ta boîte est rentable, soit quand tu lèves plus d'argent et que tu as plus de moyens. Mais il y a un moment où il faut inverser cette logique-là et se dire, en fait, c'est OK qu'il y a quelqu'un, il va venir, en fait, il est bien meilleur que moi et c'est le sens que doit prendre la boîte à ce moment-là. Mais comme tu dis, tu parles de hacker, il y a un premier truc, moi je trouve qu'il faut hacker pour arriver à avoir ce raisonnement de test and learn et de mise en œuvre de projets à moindre coût. C'est faut réussir à hacker la compétence d'intuition qu'on doit tous avoir, mais qu'il ne faut pas il faut pas avoir que celle-ci. C'est-à-dire passer de l'intuition à la conviction, puis au marché, à la commercialisation. Ça demande soit d'être collaboratif, d'éprouver, parce qu'on a souvent tendance à vouloir se convaincre qu'on a raison.
et on trouve toujours les signes qui nous Ouais, convainquent qu'on a raison. la conviction, en effet, faut vraiment s'en méfier. Ouais. C'est souvent. Et on nous demande d'en avoir, parce que tu mets ton âme dans le sujet au départ, en tout cas, tu mets ton âme et plus tu délègues, plus tu collabores, plus ton âme elle est nourrie, elle est challengée, etc. Et ça c'est pas mal. Et moi j'en suis là aujourd'hui, c'est de se dire, ok, ça fait des années que l'intuition passe au mode conviction et la conviction ça devient une offre. Ça marche, ça marchait pour les autres quand j'étais salarié. Maintenant que je suis entrepreneur, comment je fais en sorte que je ne tombe pas dans le fantasme de tout savoir, de tout comprendre, de tout maîtriser. Et donc du coup, pour ça, il faut investir sur des gens, il faut investir aussi sur des organisations. Je ne sais pas si vous avez, vous, mis en place du mentorat, des choses comme ça, mais nous, on est en train de lancer un recrutement auprès de notre réseau pour un comité stratégique, des gens qui viennent un peu nous aérer l'esprit, nous challenger, nous bousculer, qui ne sont pas forcément des conseils au sens rôle du terme, mais qui vont être des gens qui vont interpeller. Ouais, qui remettent en cause. Mais voilà, parce que vous avez des salariés, donc vous pouvez le faire avec. Ouais, et puis nous, on a eu la chance, on a levé on a eu un tour de Love Smart Money avec les fondateurs Ouais, de La Fourchette et Doctolib. ça, c'est Et chouette, donc ça. tout de suite, on a eu un accompagnement. Ouais. L'accompagnement, ouais. D'avoir quelqu'un qui te remet en cause, Ouais. je sais pas, une fois tous les 2 mois, tous les mois. Pourquoi tu fais ça Parce que t'as la tête dans le guidon Ouais. tout Oui. le temps, donc c'est bien. Mais je pense que c'est bien d'ailleurs à tout stade de ta boîte. Au début, encore plus, parce que c'est comme si tu avais du conseil ultra quali pour pas grand-chose Ouais. en face. Et puis ça te hack, toi, dans ton principe naturel. C'est vraiment du Super sparring impliqué. partner, je trouve. Ouais. Juste avoir un sparring partner qui te dit ce qu'il peut, enfin qui te dit vraiment les choses. Et L'idée, c'est d'aller chercher dans le réseau des gens, soit qui ont un succès qui est inspirant, parce qu'en fait, quand on est dans l'entrepreneuriat, je trouve qu'à mon niveau, on va dire, d'entrepreneuriat, je suis encore dans une phase de transition. J'en parlais avec un ami il n'y a pas très longtemps qui a créé une start-up il y a 3-4 ans, qui a eu un succès incroyable et qui aujourd'hui pivote. Je me rends compte que j'ai à la fois besoin de gens qui me tirent vers le haut, qui m'inspirent, et à la fois de gens qui me ramènent au sol et qui me disent « Ok, ton exécution, ça va être quoi ?» Et pour gérer les paradoxes d'une journée, en fait. Donc j'ai envie d'aller chercher des gens plutôt pour la qualité interpersonnelle. Tu réfléchis la nuit, quelquefois, tu peux faire part de ces réflexions à Ouais. ce board qui va te remettre les idées en place. Ah ouais, puis quelqu'un qui te dit cette réflexion-là, c'est bien de l'avoir eue, mais par contre tu l'oublies parce que c'est pas le momentum, c'est pas le moment. Parce qu'on a tous des personnalités variées. Et moi, je sais que j'aime beaucoup le long terme, j'aime beaucoup la stratégie, donc le côté incrémental. Mais sauf que ça sert à rien de réfléchir à dans 2 ans. Il se passe quoi dans tes 6 prochains mois, dans tes 3 prochains mois? Nous, à un moment, on trouvait qu'il y avait de l'inertie parce qu'on avait plein de franchisés et qu'à chaque fois qu'il y avait une idée, on se disait mais comment on va la tester? On peut pas la déployer partout. Et en fait, maintenant, on teste sur un centre qu'on estime être le centre le mieux positionné pour le faire. Ensuite, on teste dans toutes nos succursales et ensuite on teste dans le réseau et on arrive à garder de l'agilité alors même qu'on a beaucoup plus de monde, beaucoup plus de centres. Mais c'est clé parce que sinon, de chaque projet, tu te fais une montagne et tu vas finir par mettre en place des moyens énormes pour à la fin faire un truc qui marche pas, quoi. Et tes équipes, elles sont, à chaque fois qu'il y a des nouveaux tests, elles sont réactives, elles ont envie de tester les trucs, il y a un bon esprit là-dessus. Ouais. Ah, les gens sont super contents quand on les sollicite pour des tests, surtout les franchisés. Parce qu'ils vivent le projet autant que nous, voire plus. Ça, c'est ça qui est fou avec le système de franchise. C'est que tu le vois, nous, on fait une convention annuelle tous les ans où on reçoit donc tous les franchisés. Tu t'aperçois de l'implication qu'il y a dans la marque, qui est dingue. De temps en temps, je me demande si elle n'est pas supérieure à la mienne, quoi. Et c'est fou, et c'est génial. je trouve sur l'investissement aussi, quand t'as pas beaucoup d'argent, enfin quand t'as pas beaucoup de cash, mais que pour autant tu t'as pas une boîte rentable, je trouve qu'il y a quand même quelques chiffres qui sont cool à suivre, notamment nous on regarde beaucoup pour 1 euro brûlé, combien on a créé d'euros de revenus, tu vois. Donc en fait on se dit, ok, on a pas des millions, on sait qu'on va perdre de l'argent et que probablement c'est nécessaire. On se dit, ok, où est-ce que ça va nous amener déjà? Est-ce que ça te permet de passer un palier de rentabilité? Donc si on n'arrive pas à relever, est-ce qu'on meurt ou est-ce qu'on survit? Et quand on brûle 1 euro, ça nous a permis de faire un levier sur combien d'euros d'argent créé. Et je trouve que tout ça, ça te permet de relativiser aussi le cash que tu as. Moi, la question que j'avais aussi pour ceux qui ont levé plus, c'est à quel point tu dois partir de ton ambition ou à quel point tu dois partir des fondamentaux de ta boîte. J'ai l'impression que parfois, ça peut un peu tu peux un peu avoir 2 personnalités en te disant « Ok, j'ai envie d'être leader mondial et du coup, pour ça, je vais avoir besoin de fric ». Ou de se dire « Bon, bah, les fondamentaux,
les fondamentaux de ma société doivent définir mon ambition, quoi. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis. Il y a 3 ans, tu n'aurais jamais dit ça. Quelqu'un qui a levé ce que tu as levé, il y a 3 ans, il aurait dit bon, bah, de toute façon, dans 6 mois, je vais relever. C'est ma seule problématique. Et là, le fait que tu te poses la question de savoir si 1 euro dépensé te rapporte de l'argent, c'est-à-dire que tu es dans une démarche qui, je pense, est une bonne démarche de quelqu'un qui travaille dans l'économie réelle et qui n'est pas complètement en train de délirer. Et qui, par ailleurs, va te permettre, je pense, de mieux relever derrière, peut-être de lever moins souvent probablement de créer des fondations qui seront plus solides. Parce que tu vas peut-être le faire aussi avec des gens qui sont dans cet ADN-là et qui vont apprécier cette vision plutôt qu'être dans des gens qui vont te dire en fait, toi, ton equity story, c'est de lever tous les ans et de plus en plus. Et puis derrière, tu es sur des problématiques où parfois il peut y avoir un décrochage entre ta valeur réelle et ta valo de financement, quoi, et tu te retrouves dans un engrenage. Mais je trouve que c'est aussi le marché qui m'a permis d'avoir cette réflexion-là aujourd'hui, parce que Le marché a un peu changé depuis. ouais, c'est ça en fait, c'est le marché qui. Enfin, je sais pas si c'est à ça que tu faisais référence quand tu disais il y a 3 ans, mais. Ah oui, oui. Ouais. Bah, la purge du marché fait que même les discussions que tu as avec les investisseurs, en fait, ils me disent. Ouais, bon, la renta, c'était un petit sujet vite fait à la fin, peut-être, mais maintenant, c'est un sujet dans le monde super important. Ouais, c'est ouf. Ouais, mais après, enfin, vous avez des logiciels. Moi, j'ai une boîte traditionnelle, alors qui est sous-tendue par une techno, parce que voilà, on développe nos jeux. Mais nous, on a levé des fonds parce qu'il y a eu le Covid, parce qu'on a commencé à avoir des concurrents et qu'on voulait être leader sur notre marché, et donc on voulait réenclencher une dynamique d'investissement. Mais au fond, si on n'avait pas fermé nos centres pendant le Covid, on n'aurait jamais levé. Et aujourd'hui, je serais peut-être encore plus gros que ce que je suis sans jamais avoir levé. Parce que ouais, c'est quoi le Covid, ça vous a tellement, nous aussi, mais ça t'a tellement ralenti que du coup ça a changé la dynamique de la boîte. En fait, on était fermé et donc du coup, tu fais plus de revenus, donc tu fais pas de rentabilité et par la force des choses, tu peux pas te financer par la dette. Et donc, soit on se disait, on attend de se relancer et l'année prochaine on va réemprunter, soit on se disait, en fait, c'est maintenant qu'il faut qu'on accélère et on lève des fonds. Donc ça, c'est le choix qu'on a fait parce qu'on voulait être leader, on avait cette vision d'essayer de prendre le marché et de développer la marque, notamment via la franchise. Et donc c'est le choix qu'on a fait. Mais je veux dire, je n'ai aucune forme de fierté à avoir levé de l'argent. Au contraire, honnêtement, si j'avais pu ne pas le faire, j'en serais ravi. Ce que ça nous a énormément apporté, pour le coup, c'est l'arrivée du comité stratégique. Parce que là, du coup, tu as un board qui te structure dans ta stratégie, dans tes prises de décision. Ça, c'est l'énorme plus. Mais au fond, la levée, je me suis dilué. Et aujourd'hui, on est rentable et on emprunte des sommes beaucoup plus importantes que la levée qu'on a fait à l'époque chaque année. Ouais. Et est-ce que la levée, quand tu t'es dit qu'il fallait passer par là, est-ce qu'elle a infléchi ta stratégie? Est-ce qu'elle t'a obligé à ajouter des choses dans ta stratégie ou à en modifier? Parce que parfois les investisseurs, ils viennent avec la volonté d'acheter une techno ou d'acheter une méthode ou d'acheter une équipe. Et donc du coup, tu es obligé de valoriser ta boîte, de la valoriser auprès d'eux et d'orienter parfois la façon dont tu vois ta boîte. Pour le coup, pas trop, parce que nous, en fait, ce qu'on valorisait, c'était de dire que c'était une boîte rentable avec une vision d'enseigne, un développement géographique rapide. Et ce qui intéresse nos investisseurs, c'est qu'ils sont rentrés à une valo, mettons, de 100, et la dette nous a permis de nous développer énormément, et donc du coup de valoriser énormément l'investissement de tout le monde sur le temps long. Donc ils ont tous acheté ça en fait. Nous on leur a dit, là on va lever mais on ne relèvera plus. Et vous allez potentiellement faire x10 sur votre investissement sans jamais vous diluer. Du coup, parce que les fonds, ils ont des durées où ils doivent rentrer puis sortir. Du coup, vous c'est pas des fonds, ouais. D'où l'importance de choisir quel type de C'est fonds. des business angels et des fonds. Ouais, qui peuvent plus avoir cette logique de long terme, là où un fonds, il te dit en gros, j'investis chez toi, dans 7 ans, si je suis pas sorti, on va avoir un problème, quoi. C'est vrai que nous on a la chance d'avoir eu des fonds, c'est pareil aussi. Voilà, ce qu'on appelle fonds Evergreen, on n'a pas de date butoir non plus. Mais la nature des gens vers qui tu vas, vraiment on avait beaucoup parlé à une époque, la nature des gens qui vont te financer ou vers qui tu vas pour te financer modifie beaucoup les paramètres de ce financement, de la sortie, etc. Ouais. Il faut être en adéquation quand même. C'est ça. Parce que si tu sens que ce qu'on va te demander en tant qu'investisseur, c'est pas aligné par rapport à ce que tu veux faire. Oui, et puis faut pas que tu ailles produire de la valeur là où elle est attendue, non pas par tes clients et ton marché, mais par tes investisseurs. Ouais. Moi, je le vois beaucoup dans nos domaines qui sont à peu près identiques, où on a, puis même toi d'ailleurs, j'imagine, il y a une part de développement technologique, donc une part de valeur qui est forte dans la plateforme ou dans l'outil. Sauf que cet outil, il est que le support d'une relation client. Enfin, dans mon cas, il est le support d'une ambition de relation client, facilitée, interactive, intuitive, etc. Et finalement, la technologie,
Moi, je l'ai vu par exemple sur une subvention qu'on a obtenue. On l'a obtenue dans un nuage de mots-clés autour de l'innovation et de la rupture technologique, etc. Sauf que la réalité, c'est qu'il n'y a pas de rupture technologique. Il y a une rupture de l'approche du marché, d'une façon de l'adresser, qui passe par un outil. Mais l'outil en tant que tel n'est pas une rupture. Faut pas se voiler la face. Et donc, bon, c'est pas un jeu de dupes parce que tout le monde le sait, mais on a eu cette subvention sur le coup d'une innovation technique ou technologique, sauf que cette technologie, elle est innovante que parce qu'elle sert à un objectif que les autres acteurs n'abordent pas de cette manière-là. Là où certains vont mettre des consultants en face d'une entreprise, nous on va mettre une plateforme la plus automatisée possible, la plus intuitive possible pour que des kidam, comme on parlait tout à l'heure, puissent s'approprier le savoir. Et ça, moi, j'imagine qu'effectivement la recherche de fonds et du coup la façon dont tu abordes ta propre innovation, elle est très, très induite par les gens qui te financent, les gens avec qui tu collabores sur tes innovations. Il faut bien valider qu'il y a un alliement. Il y a un intérêt. Et là, tu reviens à la stratégie long terme, c'est tes clients, c'est ta rentabilité, donc c'est la satisfaction de tes clients à un service. Pour lever des fonds, on a choisi vraiment, enfin, entre les fonds, vraiment, on a eu de la chance, on a pu avoir le choix. On a choisi vraiment le fonds, c'était pas forcément la même meilleure condition financière, mais on sentait que l'accompagnement et la vision commune étaient plus adaptés. C'était à quel moment votre levée? On a levé, la première levée, on a fait donc Smart Money, on a levé 130 000 € en 2016, donc au bout de 6 mois, on va dire quoi. Après, un an après, on a levé 1 million, enfin 1,2 million avec un peu de dette quoi. Et en 2017, après on a relevé en 2019, avec une partie des fonds. Ah, et donc ça fait 5 ans que vous n'avez pas levé là? Ouais, ça fait 5 ans qu'on n'a pas levé là. Exactement, là justement typiquement on réfléchit pourquoi pas à aussi de nouvelles opportunités d'accélération qu'on peut avoir sur que ce soit sur les verticales comme géographiques. Mais en tout cas on a toujours été alignés avec les fonds qu'on a eu. Bon après nous on a eu le Covid aussi comme toi. Nous le Covid, premier jour de Covid, on fait 0 € de chiffre d'affaires. Toi aussi, hein, on est pareil pour le coup là-dessus quoi. Et donc en gros par contre on a continué, donc on a mis une bonne partie des gens au chômage partiel au niveau développement. Mais pas au niveau de développement commercial, mais par contre l'équipe technique bossait encore au moins à mi-temps, qui fait qu'on a pu se relancer, c'est pareil, technologiquement bien encore mieux qu'avant quoi. Mais ça fait 5 ans qu'on n'a pas levé et là vraiment on est sur des cycles de vraiment d'hyper, enfin voilà, on a fait là en gros on fait là cette année on fait 65%, l'année d'avant on avait fait 175%, donc on est toujours sur des bonnes croissances qui nous a permis vraiment d'investir tout en étant rentable. En fait, c'est ça qu'on a cherché à chaque fois cette ligne, on investit. Et en fait, l'idée, c'est qu'on investit, ça le fait, on teste. Et après, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que quand tu as les tuyaux plus tard qui sont en place, donc typiquement tuyaux d'onboarding, tu vois, on a vraiment une bible interne qui fait que les gens, quand ils arrivent, on travaille bien ce truc-là, qui fait que c'est bien, comme ils arrivent de la meilleure façon possible. Tu peux rajouter de plus en plus de personnes en même temps et qui fait que ça le fait quoi. En tout cas, à chaque fois, c'est des steps de plus en plus gros, mais c'est vraiment des steps sur lesquels tu sais que quand tu vas rajouter les personnes, les tuyaux ils sont lancés, j'imagine comme toi, pareil pour les. Ouais, on fonctionne un peu de la même façon, et puis même les équipes, les équipes elles aiment bien l'idée qu'on aille vite, mais que ce soit raisonné, et qu'ils sentent qu'il y a une vision qui est progressive, parce que c'est structurant à tous les niveaux, c'est structurant pour les investissements, c'est structurant aussi pour le management, les gens évoluent dans la boîte et ils ont tous le sentiment qu'ils ont leur place. Alors que si tu commences à bourriner et à aller très fort, moi j'ai rien contre, c'est juste pas parce qu'on fait nous. À ce moment-là, tu vas avoir des difficultés managériales. Les gens qui sont là au début, ils vont tout de suite, ils vont très vite avoir des gens qui vont aller au-dessus parce qu'il va falloir senioriser les équipes. En termes de culture, c'est pas simple. Et nous, de la même façon que toi, tu vois, cette année, on a fait 140% de croissance. Notre EBITDA, il a fait 400%. Donc on a vraiment augmenté beaucoup la rentabilité et pour autant on n'a jamais autant investi. Mais d'où ce que tu disais quasiment en introduction du thème, de se dire en fait quand t'as pas beaucoup d'argent, en fait t'es contraint d'être efficace et ça t'évite de dire ok j'arrose et s'il y a un des 4 trucs que j'ai arrosé qui prend, tant mieux quoi. Et toi par exemple au début j'imagine ton focus c'était le commercial, c'était de te dire il faut que j'ai des clients. Ouais, nous en fait on a créé la boîte avec 1000 balles, donc vraiment on a bootstrappé vraiment de zéro quoi. On a créé la boîte 1 mois plus tard, on avait nos premiers euros de chiffre d'affaires, donc ça allait assez vite là-dessus. Bonjour, merci beaucoup.
Et ensuite, ouais, que du commercial gratos parce que nous, on se payait pas et on se paye toujours pas. Mais c'est plus maintenant qu'on a de l'argent, entre guillemets, qu'on veut connaître vraiment le ROI de chaque action parce que c'est pas neutre pour nous. Un recrutement, c'est loin d'être neutre. Ouais, du focus tout à l'heure, c'est vraiment important parce qu'en effet, si tu testes 4 trucs en même temps, bah, les tests, tu vas tous les faire un peu à moitié. Les équipes, elles comprennent pas trop ce qui se passe. C'est bien de focus sur le test, bien de prendre les retours clients. Vraiment, les retours clients, retour équipe, ça c'est vraiment un truc. J'ai l'impression que tout le monde le fait ici, mais c'est vraiment. Quelquefois, en effet, tu parlais de conviction tout à l'heure. Les convictions, c'est notre propre ennemi, je pense, quelquefois. Des fois, tu es tellement dans une conviction que tu vas essayer de penser que les clients disent ça, mais en fait ils pensent ça. Non, vraiment, il faut prendre le retour client de la façon la plus entre guillemets, pure possible, qui fait que tu vas avoir. Il faut être prêt à te prendre des trucs en pleine gueule aussi. Exactement. Il faut limite, j'ai envie de dire, faut kiffer prendre ces trucs en pleine gueule en fait. Ouais. Tu te prends un retour qui te change ta façon de voir, bah, c'est génial en fait. Ça te permet de voir une autre perspective. Ah ouais, je suis convaincu. Enfin, moi je viens de la data, donc effectivement, c'est un bon moyen de rester froid, même si je trouve que pour avoir eu des patrons très visionnaires, enfin en tout cas qui étaient vachement dans la vision, ça reste important quoi. Je pense que tu as quand même envie d'avoir un patron qui a une vision qui n'est pas juste le résultat d'une analyse de données. C'est toute la difficulté de la posture entre la performance que tu peux mesurer, que tu cherches à atteindre, et tu veux être hyper efficace. Enfin, voilà, les mots qu'on utilise, c'est focus, etc. Et puis le côté, comme tu dis, pourquoi je me lève le matin, la vision, la trajectoire, la stratégie, ce que tu as envie de défendre, ce qui te fait aussi triper, ce pourquoi peut-être tu as démarré ta boîte. Et ça, c'est un sujet aussi sur le développement et sur le fait d'intégrer des équipes ou d'intégrer des investisseurs. C'est à partir de quand, ce que à ton échelle, tu peux te permettre de tester et la discipline que tu t'infliges pour tester une idée, à partir de quand il faut que ça soit la boîte qui teste l'idée et non plus que toi. Et que tes clients soient capables de te répondre en quantité et en efficacité, enfin en vraisemblance de retour. Et il faut arriver à trouver aussi cette échelle de retour. Ouais, comment tu organises qualitatif le retour, et quantitatif, ouais. Et je pense qu'il faut connaître ses propres biais. Tu vois. Donc toi, tu disais que tu venais de la data. Bah, en fait, le risque, il est grand dès le départ de te dire attends, il faut que je mesure tout, etc. Mais est-ce qu'à ce stade, t'es pas au détriment de l'efficacité? Et tu n'aurais pas intérêt à te dire, attends, je vais juste aller parler à mes clients, je vais comprendre ce qui marche et je vais aller chercher des nouveaux deals, quoi. Ouais, exact. Non, mais c'est ça. Et d'ailleurs, je pense que je suis d'accord que c'est rare, mais c'est pas toujours ultra inspirant de voir quelqu'un qui te dit, bah, j'ai monté ma boîte parce que c'était une approche opportuniste, quoi. Enfin, t'as toujours quand même dans le storytelling des gens, bon bah voilà, j'ai identifié un problème, j'ai envie de résoudre, de changer le monde, d'avoir un impact sur la vie des gens à grande échelle et tout. Ouais, je comprends. Moi, j'avoue qu'à titre personnel, je me fous royalement des storytelling des gens. J'en ai moi-même pas. Voilà. Mais après, évidemment que quand tu es dans une dynamique de levée, quand tu dois raconter des trucs et tout, c'est important. Mais pas se perdre dans la poésie des choses, quoi. Ouais, moi, je suis pas sûr que même pour embarquer tes équipes, en fait. Oui. Je trouve que le fait d'avoir une mission d'entreprise et tout, c'est majeur. Ouais, mais c'est pas du storytelling autour de toi. Non, mais je te parle du storytelling de la société, quoi. Ouais, de se dire, voilà, cette société, on l'a créée pour ça, tu vois. Non, mais en plus, c'est quelquefois, avec ce que tu fais, quelquefois, même, ça prend en effet une ampleur encore plus grosse que tu avais lancé au départ, quoi. Typiquement, nous, on part au début de besoin de comment répondre en urgence dans la restauration. Et en fait, finalement, avec tout ce qu'on fait, c'est comment changer la façon que les gens vont travailler, quoi. En fait, aujourd'hui, on propose un système qui fait que les extras, ils bossent vraiment à la carte. Tu es dans ton canapé, tu choisis quand tu vas bosser. Le travail n'a jamais existé avant. Donc en fait, c'est avec, au départ, d'un besoin, au début, c'était de mise en relation rapide entre les établissements et les candidats. Bah, tu changes en fait un fonctionnement. Typiquement, là, ce que tu vas proposer avec la seconde main, en fait, tu vas changer la façon de consommer totalement des gens, quoi. Toi, ta mission, elle a évolué, puisque le monde du travail a quand même beaucoup changé. Ouais. Il y a de plus en plus de gens qui ne veulent plus se salarier et qui veulent être indépendants. Et donc, ta mission, elle a pris de l'ampleur, quoi, par la force des choses, via une tendance sociétale de fond. Alors, on avait vu comme le modèle freelancing au départ, c'était quand même en essor, mais c'est clair qu'on est sur le surf de ce mouvement de société où, il y a des études qui disaient que, aux États-Unis, en 2030, 50% des gens ils seront freelance, tu vois, par rapport à. Ouais, c'est vrai que c'est une grosse tendance. C'est une grosse tendance, et c'est clair qu'aujourd'hui, en fait, là, c'est pareil. Alors, en plus, à chaque fois, on accompagne, en plus, on se renseigne autour plus sur la portée qu'on a, c'est qu'il y a plein d'études sociologiques qui disent en France, en fait, aujourd'hui, le problème, c'est pas forcément
la quantité de travail des gens, c'est le moment où les gens veulent travailler. En fait, les gens aujourd'hui, ils veulent reprendre le moment où ils reprennent. Pas forcément la quantité, mais c'est vraiment bosser quand ils veulent, quoi. Et donc on accompagne vraiment ce mouvement de choix, en gros, de liberté des gens, quoi. C'est une vraie question quand même, c'est cette question de langue de communication. Tu vois, nous, quand on a lancé Quiz Room, on s'est dit, il faut à la fois qu'on séduise des particuliers et des entreprises. Mais au fond, on s'est dit, un truc cool, il est quand même plus tourné B2C, quoi. Si on commence à dire c'est l'activité du siècle, c'est le truc que tu vas faire avec tes collègues, en fait, c'est quand même beaucoup moins sexy que de dire c'est juste cool. Et en fait, il se trouve que les entreprises vont se dire j'ai envie de faire ça pour mon équipe. Et après, dans les offres, évidemment qu'on a des typologies d'offres qui sont différentes en fonction du public. Parce que les besoins ne sont pas les mêmes. Un organisateur d'événements entreprise, il est dans une logique presque événementielle. Il veut quelque chose d'un peu unique, il veut de la personnalisation, il veut potentiellement des cadeaux. Ce que le client, ce que le joueur traditionnel ne recherche pas. Mais pour autant, nous, on est toujours resté sur cette dynamique de communication directe B2C, buzzer pour de vrai comme à la télé. C'est notre truc. Voilà, et ça attire le B2B. Et il y a des villes où on a plus de B2B que de B2C, alors même qu'on ne délivre que ce message. Mais c'est intéressant parce que dans mon secteur et dans notre approche chez Sibyl, comme un peu ce que tu évoques toi avec la restauration, tu es tenté de te poser la question, est-ce que je vais marcher parce que je réponds à un problème? Donc toi côté restaurateur, moi côté entreprise. Ou est-ce que je vais marcher parce que je réponds à un besoin? Parce que des fois, celui qui a le problème n'est pas le même que celui qui a le besoin. Tu vois, toi, ton particulier, il a envie de s'éclater, il a le besoin de s'amuser, de se divertir. Et puis le problème de la DRH en entreprise, c'est de générer de l'adhésion et de la cohésion, etc. Et des fois, je me pose la question, moi, qu'est-ce qui est le levier le plus simple, le plus réactif? Est-ce que c'est le besoin ou le problème? Parce qu'on est acculturé en fait à résoudre des problèmes. Quand on entreprend, en général, c'est qu'on résout un problème. Ouais, mais finalement, l'angle le plus, je sais pas, pour reprendre un peu tes termes, le plus ludique ou le plus intuitif, il n'est pas forcément celui de dire, ok, voilà ma réponse au problème, parce que du coup, tu te mets dans une ornière en plus. C'est ma réponse à un problème ou c'est ma proposition de valeur face à un problème. Alors que quand tu travailles sur le besoin, finalement, tu es peut-être plus en interaction avec des gens qui a priori sont moins impliqués, donc plus réactifs, plus intuitifs, plus facilement dans l'échange et en B2B, la critique. Je pense qu'à un moment tu dois quand même parler du bénéfice direct. Oui. Alors que dans le B2C, tu joues quand même pas mal sur l'émotion. Ouais. Tu vois, parce que tu es sur des messages grand public et tout. Mais toi d'ailleurs, tu fais comment aujourd'hui? Tu communiques ou tu fais vraiment que du commercial direct? Alors moi je communique parce que du coup, c'est intéressant. Enfin, ma question venait de ça, c'est que moi le constat, c'est que mes bénéficiaires, ce que je vais appeler mes bénéficiaires, c'est les TPE-PME, dirigeants, créateurs. Eux, ils n'ont pas envie de parler de cyber, mais ils vont avoir besoin de plus en plus. Donc c'est un marché en devenir, mais c'est pas un marché volontaire, on va dire ça comme ça. Ceux qui aujourd'hui ont besoin de travailler avec les TPE-PME, ce sont tous les intermédiaires, tous les prestataires de services. Et donc moi, le problème que je peux soulager avec Sibyl, c'est de fournir un outil à des intermédiaires, donc des prestataires de services informatiques, pour mieux gérer et mieux servir les TPE-PME. Parce qu'aujourd'hui, TPE-PME vont vers les prestataires de services. Donc ta cible, c'est eux? Finalement, ma cible mature, celle qui a un problème, donc qui peut immédiatement acheter, c'est B2B. C'est l'intermédiaire de services. Mais même aussi le freelance, qui se dit, moi je suis freelance, par contre gérer 10 clients, je ne peux pas. Par contre, 10 clients avec une plateforme qui m'aide à automatiser mes relations, à remonter mes indicateurs, à voir quels sont les clients qui sont les plus en risque pour pouvoir prioriser, ça m'intéresse. Par contre, moi, ma vision long terme, stratégique, c'est d'être capable d'aider n'importe quel entrepreneur, quelle que soit sa taille, sa maturité, à prendre le sujet de la cybersécurité, pas comme une opportunité, ce serait mentir, mais en tout cas pas comme un risque ou un frein qu'il veut contourner, qu'il veut éviter. C'est de le faire adhérer à « ok, ça va faire partie de son environnement ». Puis en plus, sur le sujet de la cybersécurité, il y a un enjeu aussi qui est environnemental, c'est qu'on a une concurrence gratuite. Enfin, une concurrence gratuite, c'est un peu dur de le dire comme ça, mais toutes les initiatives de l'État, à travers les communications qu'ils font, à travers les diagnostics qu'ils produisent, sont souvent des initiatives gratuites, parce que c'est de l'évangélisation, c'est de la montée en maturité de marché. Donc ça va nous servir à terme, mais à très court terme, en fait, ils
il crée une gratuité là où... Par contre, tu n'auras pas l'accompagnement que tu vas pouvoir Voilà, fournir. et c'est là que toi tu décales ta valeur, c'est qu'en fait la gratuité qui est peut-être sur la prise de conscience, donc tu vois typiquement le diagnostic, nous au début on voulait le faire payer, parce qu'il a une valeur ce diagnostic, c'est révéler le problème que tu as et le niveau de problème dans Parce que lequel je te tu es. confirme, j'ai payé 15 000 € pour faire un diagnostic. Bah voilà, et voilà, non mais tu vois, Écoute, on n'était pas si mal. Ah ouais. Ton sujet, je pense que c'est aussi pas mal. C'est en effet, je ne sais pas comment tu pourrais le faire simplement, mais de montrer à tes prospects qu'en fait, ils ont déjà un problème. Typiquement, je prends l'exemple pour nous, sécurité, ce que je te disais, c'est que nous, on suivait les attaques qu'on avait. À un moment, on avait tellement d'attaques parce qu'on suivait. On a trouvé une solution, entre autres le VPN. Mais si on ne le savait pas, on ne l'aurait pas fait. C'est comme, et tu vois, nous, typiquement, c'est pareil pour les prospects et établissements. Quelquefois, ils ne se rendent pas compte que justement, en ne prenant pas les extras en plus, etc., et en fait, finalement, ils ont une qualité de service qui est moins bonne. Ils vont avoir des moins bonnes notes sur TripAdvisor, la qualité de service. Donc en fait, c'est le moyen, on reprenait ça tout à l'heure, le moins cher que tu vas avoir, de dire à ton prospect, typiquement, je ne sais pas si tu peux analyser le site d'un prospect, tu dis voilà, est-ce que vous savez, monsieur, que en fait, sans le savoir, le mois dernier, vous avez eu 15 attaques sur votre site. Je ne sais pas si c'est possible, tu vois, mais et de dire voilà, en fait, le problème, c'est maintenant. Il y a toute une partie du marché qui est partie là-dessus, de faire de la mesure de menaces, etc. Alors plus ou moins automatique, plus ou moins, et du coup, je vais dire plus ou moins intrusif. Et les réactions parfois des prospects qui imaginent que tu as pu les surveiller ou observer une menace chez eux, c'est hyper anxiogène. C'est hyper anxiogène. C'est un peu le sujet. Donc, Ça, tu l'as testé, globalement, c'est des retours, t'es plutôt Donc moi, négatif. quelque part, je laisse ça à ceux qui veulent le faire. Par contre, du coup, ce que ça moi m'a amené en termes de prise de conscience, c'est qu'il fallait que je me rapproche justement des ESN, donc des entreprises de prestation de services, qui elles peuvent avoir un rôle de surveillance qui leur est commandé. Donc du coup, ils sont légitimes pour le faire. Et par contre, en leur fournissant des indicateurs complémentaires ou en leur fournissant une interprétation de leurs indicateurs différente, parce qu'un En additionnel, par rapport. voilà, en additionnel, du coup, je peux permettre à quelqu'un qui a une data, on en parlait de data, une data technique, de la transformer en discours de sensibilisation et là, pour le coup, d'aller conjointement. C'est pour ça tout à l'heure, je vous disais, en fait, on intervient en tiers de confiance, on va essayer d'embarquer la filière avec les clients potentiels, parfois même le prestataire avec son propre client, parce qu'on peut amener une valeur supplémentaire en termes de compréhension, de relecture des indicateurs ou en termes de supervision de la menace. Et nous, pour revenir sur ce que tu disais, on fait pareil. On appelle les marques, parce que nous, on prospecte les marques, même si l'utilisateur final est le consommateur. Et on leur dit, vous savez qu'au moment où on se parle, vous avez tant d'articles en vente sur Vinted, quoi. Et ils se rendent compte qu'en fait, ça représente... Ouais, c'est hyper puissant. Et surtout, Il y a le faux mot, là. en plus, ils ne le regardent pas d'eux-mêmes, ce qui est complètement fou, tu vois. Et donc, ils se rendent compte qu'en fait, c'est 3 mois de ce qu'ils vont... Enfin, c'est 3 mois de vente pour eux, quoi. Et c'est des gens qui vont acheter et qui connaissent pas et tout. Et donc, ouais, je trouve que ce hook en B2B, il est important. Tu parlais de la valeur immédiate, etc. Et nous, vu qu'on n'a pas ce côté communication B2C qui peut faire que la marque, elle va... Ou alors ses consommateurs lui en parlent à elle, mais ça, c'est plus le travail du marché. Je sais pas trop quel rôle je pourrais avoir là-dedans. Est-ce que dans certains cas, tu as intérêt à refuser des clients où tu sens qu'en fait, ils vont pas mettre les moyens qu'il faut pour que ça tourne? C'est une question qu'on se pose, j'ai pas une réponse définitive. Aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place pour certaines marques où j'ai identifié ce risque des minimums de facturation. Parfois, c'est aussi un choix un peu un coup de bière à deux bandes où tu te dis bon je vais pénétrer une nouvelle géographie ou un nouveau secteur et même si lui il joue pas le jeu, ça va me permettre de. Ouais, ça clairement. Ouais. Et le truc, c'est qu'au fur et à mesure, tu sauras quel est le client type qui te rapporte de l'argent Ouais. en termes d'industrie, en termes Au fur et à mesure, ouais, aujourd'hui c'est. en termes d'implication. Ouais. Ça, tu vas le savoir, tu vois. Ouais. On a beaucoup évolué sur les profils des franchisés propriétaires. Je pense qu'on va évoluer pas mal aussi. Aujourd'hui, on essaye d'avoir un peu un système de scoring très basique, nombre de fans sur Insta, trafic du site, prix moyen, etc. Mais tu tombes... La pomme, parfois, elle roule loin de l'arbre, quoi. Toi, t'es en phase, en effet, Ouais, je pense. Parce que niveau franchisé, toi, ça s'est ajusté comment, du coup, les profils? Au début, quand tu lances ton réseau, tu prends les gens qui se présentent. Ouais. Parce qu'il faut que ton réseau démarre. Mais après, quand tu... Surtout qu'au début, tu sais même pas forcément toi le mieux ou pas, quoi. Et d'ailleurs, tu as des intuitions fortes qui sont fausses. Tu vois. Nous, par exemple, on s'est dit, il faut des gens qui ont une forte affinité avec le jeu. Mais en fait, pas du tout. En fait, les gens qui ont trop d'affinité avec le jeu, c'est une erreur.
Parce qu'en fait, ils vont passer leur temps à te proposer d'améliorer le jeu, mais ils vont oublier de gérer leur business. Ce qui est quand même le fond du sujet quand t'es en franchise. Et donc aujourd'hui, les gens qui sont trop fans de jeu et qui sortent du test et qui nous font trop de feedback sur le jeu, on se dit attention, gros warning. Et à l'inverse, on prend plutôt des gens qui sont en reconversion, qui ont un peu une dynamique business. Alors, le tronc commun, c'est qu'ils sont tous solaires. Ça, c'est le mot qu'on emploie vachement en interne. Parce que tu es quand même dans l'accueil client, tu es dans les loisirs. Donc il faut quand même, faut quand même donner une bonne image, une image sympa. Il faut que les gens ils soient accueillis dans un. Et t'as un système de super franchise où tu vas dire à un gars je te vends l'Allemagne et ensuite tu peux redécouper en franchise. En Australie. En Australie, on a un master franchisé. Comment tu l'as trouvé ce gars-là? C'est en fait, il opère déjà des concepts de loisirs immersifs, notamment Virtual Room, qui est un concept parisien dont je connais le fondateur. Et du coup, c'est par réseau, en fait, il m'a mis en relation. Ça, c'est vraiment bien et on va essayer de le faire dans pas mal d'autres pays. Mais notre stratégie, c'est quand même plutôt maintenant d'ouvrir des pays en propre. Donc là, on va ouvrir Montréal nous-mêmes en succursale et on va ouvrir Londres aussi en succursale. Et pour le coup, si ça marche, on n'en ouvre qu'un seul, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est dans le test and learn. On en ouvre un sur des formats plutôt petits avec un niveau de risque qui est raisonnable, même si c'est quand même des risques importants pour nous, parce qu'on trouve un point de vente qui ne marche pas, il y a quand même beaucoup de capex, d'investissement. Voilà, mais si ça fonctionne derrière, pour le coup, on pourra en ouvrir plusieurs. T'as un sujet culturel, toi, j'imagine un peu comment sont structurés les jeux, peut-être, tu vois, Beaucoup. Ouais. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas ouvrir plein de pays tout azimut, c'est parce que dans chaque pays, on doit adapter culturellement et au niveau linguistique. Donc quand tu as une demande à Prague, tu te dis, ok, c'est quoi le potentiel du pays? C'est 3 centres en franchise. Et il va falloir que je fasse mon jeu en... je sais même pas en quelle langue. En tchèque. Et il va falloir que j'adapte localement. Donc ça vaut pas le coup. Aujourd'hui, on fait pas. Encore, ça revient à ce qu'on se disait, entreprendre, c'est refuser. Nous, on a refusé des demandes dans, je dirais pas tous les pays d'Europe, mais quasiment. Et on choisit les pays dans lesquels on va parce qu'on y voit le potentiel et parce que c'est scalable pour nous. Mais ce qui est marrant, pour revenir un petit peu au sujet dont on parlait sur la com, c'est que nous, les franchisés, il y a énormément de franchiseurs en fait, qui font de la communication B2B pour pouvoir acquérir des franchisés. Donc, je sais pas, t'es Big Fernand, tu veux élargir ton réseau, et donc tu vas aller faire de la com sur des salons, tu vas même aller faire de la com sur d'autres canaux, et dans certains cas sur des canaux de B2C. Il y en a qui font des campagnes d'acquisition sur Instagram, devenez franchisé de mon enseigne. Donc ça c'est hyper intéressant de voir que, en fait, au final, tu t'en fiches un peu de savoir si la personne va être ton client et qu'elle va t'acheter des sandwichs, mais en fait, t'as juste envie de chercher des franchisés, et c'est les mêmes canaux. Ça me paraissait un peu dingue. Et nous, on a eu la chance que en fait, la majorité de nos franchisés sont des gens qui sont venus jouer et qui se sont renseignés après. Donc on en a entendu Mais de la parler. com dans tes rooms sur le fait d'être franchisé Non. 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 On pourrait, mais moi je suis pas super à l'aise avec ça. Quand tu vas manger dans un restaurant qui est franchisé, t'as pas envie qu'on vienne te proposer d'ouvrir une franchise, quoi. Vous avez aimé le tard?